Bienvenue à tous, aux courageux qui sont là ce matin, à l'heure pour commencer. Très heureuse de vous retrouver. Et j'avais, avant d'inviter Jean-François à me rejoindre, notre grand témoin, une petite question à vous poser via l'application pour ceux qui ont envie de se connecter. Sinon, écoutez, je comprendrai parfaitement. Mais pour ceux qui ont l'application déjà chargée, sinon on peut repasser le slide avec les informations du Wi-Fi, de l'adresse de connexion. Si vous pouvez nous la remettre. Le Wi-Fi, ça n'a pas changé depuis hier. Et la plateforme d'interaction non plus. C'est toujours slide.do.aete pour le code event. Une petite question ce matin, vous allez voir un peu en lien peut-être avec la soirée d'hier soir. Je voulais savoir dans quel état d'esprit ou de fatigue vous étiez ce matin. En fait, dans quel état vous êtes? Alors, si vous êtes rouge, ça veut dire que peut-être la nuit a été courte ou agitée, ou je ne sais pas, ou pas de nuit du tout. Vous êtes fatigué, vous vous sentez peut-être pas encore complètement réveillé. Si vous êtes vert, alors là, vous êtes plein d'élan, plein d'énergie, plein d'allant. Et si vous êtes orange, vous êtes entre les deux. Ah oui, c'est ça. Ah quand même, ça s'équilibre. On va laisser le sondage et j'en profite pour saluer Philippe André qui est avec nous et qui va encore nous accompagner. Et je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que n'empêche que depuis 2 jours aussi et aujourd'hui encore... Philippe André, lui, est parfaitement alerte ce matin pour nous accompagner tout au long de cette journée. Et sans plus tarder, j'invite Jean-François Caron à nous rejoindre. Jean-François Caron au pupitre parce que c'est l'endroit du matin pour un billet d'humeur, le billet d'humeur de notre grand témoin ce matin qui a une bouteille. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans la bouteille. J'ai pas trop bu hier soir. Voilà. Bon, j'ai essayé l'accent du Nord, mais c'était pas exceptionnel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon, le billet d'humeur, le principe, c'est pas de faire des analyses, c'est d'essayer d'extraire un certain nombre de choses qui ont pu être dites ici ou là. Donc, c'est pas exhaustif, c'est complètement subjectif. Il y a des partis pris, voilà, peut-être des choses agréables et d'autres moins, quoique. Pour cette 23e édition, je m'adresse au collectif d'organisation de Bordeaux à Dunkerque, en passant par Genève. Vous avez mis la question de la sobriété, ce qui est sacrément culotté. C'est la 23e édition. Figurez-vous que moi j'ai participé à la première. À l'époque, j'étais avec Michel Delbar, on en parlait hier avec un des élus de Dunkerque. Et la question de l'énergie, c'était la question des technologies, pour faire court. C'était la question d'un certain nombre de choix techniques, choix multiples. Et en 23e édition, on arrive à la question de la sobriété. Et donc, du coup, ça fait un sacré décalage. Ça n'aurait pas été imaginable il y a même encore 4-5 ans. Alors, pour fêter ça, peut-être, hier, les organisateurs nous ont préparé une demi-journée d'anthologie, je trouve, hier matin, dans laquelle on est démarré il y a 200 millions d'années, où on a appris que déjà à l'époque, il n'y avait pas qu'au Tour de France qu'il y avait des dopés. Le striatum nous dopait à la dopamine, voilà, c'est cette substance chimique, et que ça allait orienter toutes nos vies pendant des millions d'années. Ensuite, notre expert en psychanalyse urbaine, donc chacun a pu remarquer à quel point il était sérieux, argumenté, et il avait travaillé son sujet, nous a parlé de LSD. Et le LSD, cette fois-ci, c'est une drogue du XXe siècle, c'est pas d'il y a 2 millions d'années. Vous savez, c'est ce siècle où la croissance était encore une religion. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est beaucoup moins vrai. Pour ceux qui sont sur les combats politiques, il fut une époque où certains disaient « la croissance, je monte sur ma chaise, j'irai la chercher avec les dents ». Bon, eh bien, aujourd'hui, la croissance, ça fait un petit peu 20e siècle. Je ne l'ai quasiment pas entendu dans les ateliers, ça m'a frappé. Ensuite, on a continué en nous disant « en fait, la solution, c'est de prendre son pied ». Et on a beaucoup parlé de pied, j'y reviendrai. Et enfin, on nous a achevé à l'autre camion. Je l'ai testé hier soir, je la teste encore ce matin. Pour l'instant, tout va bien, mais on verra.
Voilà, alors tout ça c'est pour dire que dans notre affaire, la façon de mettre la sobriété au cœur, ça bouge les lignes et ça fait apparaître des nouvelles questions. C'est ça, je vais reprendre 3-4 paradoxes, du coup 3-4 controverses finalement que j'ai entendues. Ce n'est pas un avis personnel, c'est que j'ai entendu et l'un et l'autre dans les différents points de vue. On a la question des modes de vie de consommation qui sont explorés, donc c'est du perso, c'est du sociétal. Ça va aussi impacter les approches technologiques et les approches d'aménagement, notamment parce qu'on entre par les usages, et du coup, la technologie et les usages, c'est quelque chose qui se combine, qui peut être évolutif. Alors, maintenant, ce que j'ai dans ces controverses et ces paradoxes. Ce qui est quand même extrêmement étonnant, la première chose qui me frappe, c'est le décalage entre nous et eux. Nous, c'est tous les gens qui sont ici. C'est le concentré de ce qui se fait de mieux en matière d'énergie depuis des années, des dizaines d'années. Voilà. C'est l'élite de l'énergie, si on peut dire ainsi. Et puis on sort de Palexpo, c'est le reste du monde, quoi. Et là, notre jargon, notre motivation, pour certains, c'est leur trip, hein, leur vie. Comment ça accroche. Et ça, ce décalage entre cette approche concentrée, cette motivation extrême, avec d'ailleurs un certain nombre de gens qui sont des pionniers dans leur territoire depuis très longtemps et qui labourent cette question, et comment on fait pour intéresser et motiver le reste. Alors, j'ai pris 4 punchlines. La première, c'est « on n'a pas le temps, donc on doit prendre du temps ». Et entendu dans une table ronde. Donc on a besoin de temps parce qu'il faut construire une vision. Il y a besoin d'élaborer un cap, une étoile, et ça, c'est ce qui permet l'alignement des acteurs. Or, ça, c'est omniprésent dans ces assises, c'est il va falloir réagencer le jeu des acteurs, compte tenu de l'arrivée de cette question de la sobriété qui vient modifier les lignes. Et donc, on a besoin de temps pour la vision, on a besoin de temps pour les changements d'infrastructure, ça a été beaucoup dit. On a besoin de transformation personnelle. Vous savez qu'une révolution culturelle, enfin, changement culturel, c'est une génération. Ce n'est pas pour nous rassurer par rapport à ces enjeux-là. Et en même temps, enfin, c'est versus, comment on change de braquet urgemment, par où on commence pour certains, c'est une espèce d'ardeur à entreprendre. Et donc là, on est dans un débat du coup qui commence à apparaître, qui va monter dans les années qui viennent, entre volontarisme, courage, capacité à brusquer même la société et en même temps construction collective. Comment on articule ces choses-là? On peut le dire autrement. Est-ce qu'on travaille l'acceptabilité? En gros, je vais vous expliquer pourquoi c'est bon pour vous et que, oui, voilà, que vous le preniez avec plus ou moins de sourire, ou comment on se transforme et comment on construit ensemble. Ce n'est pas exactement pareil. Deuxième punchline, c'est entre sens et jouissance. Ça a été dit aussi, je l'ai un petit peu arrangé à ma sauce, hein, bon, pour que ça tombe juste. En gros, on a un problème de manque de perspective et de manque de sens. Ça a été beaucoup dit. Et même une vacuité de la société à beaucoup d'endroits. Et ça génère une souffrance à bas bruit chez tout le monde, et notamment chez les gens qui sont engagés ici. Ça génère des souffrances à haut bruit, l'éco-anxiété, etc. Et donc, du coup, l'importance de se projeter devient centrale par rapport à cette absence de perspective, sauf qu'on n'emmènera pas la société si ce n'est pas par du positif. Et c'est ça l'un de nos sujets, c'est qu'on va avoir des renoncements qui arrivent, on les entend à différents types d'endroits, nos façons de consommer, de manger, de nous déplacer et autres. Et donc, plus que jamais, c'est par la joie, le plaisir, le partage ensemble, la joie de la construction collective qu'on doit penser la suite. La troisième punchline, je vais très vite, c'est « vive les pieds, prenons notre pied ». Alors, je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, on a besoin de systémique, on a besoin de multifactoriel. Bref, toute cette complexité, comment on l'attrape. Et on a aussi besoin de champs de transformation individuels et collectifs. Donc, on nous propose, en tout cas, moi je le retiens ainsi, de partir du sol, de partir de nos pieds. Parce que ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet de reprendre prise, ou on peut dire de reprendre pied, quand on est au fond de la piscine et qu'on va se noyer. Et donc,
Cette histoire de pied, moi j'ai trouvé qu'elle était quand même géniale, parce qu'elle nous touche perso, enfin on a chacun nos pieds, quoi, voilà, on les chouchoute plus ou moins selon les gens, mais c'est notre concret, c'est à notre échelle, c'est notre rapport au monde finalement qui se joue. Et chaque pas est une victoire. Et on va avoir besoin de ça parce qu'il va falloir apprendre à durer, à tenir l'effort dans la durée. Donc chaque pas est une victoire, ça je trouve c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le pied, ça évoque le plaisir, alors plus ou moins, hein, bon, voilà, on n'est pas dans les assises de prendre son pied, mais chacun le décline à sa façon, et en tout cas, c'est intéressant de dire, voilà, ça c'est ce qui me permet de prendre part. Alors c'est une métaphore, bien sûr, hein, je vais élargir le propos, parce qu'en même temps, il y a besoin de remonter vers le global, il y a des combats à mener, il y a des modes de société à transformer, et ça ne va pas être simple. Un exemple, est-ce qu'on va ou pas vers le rationnement et les quotas ? C'est des sujets qui, au niveau de l'Union européenne, sont discutés. Dernier paradoxe, c'est le 06 du curé. Alors, il paraît que tout le monde n'a pas entendu, mais sur scène, on m'a demandé le 06 du curé d'un collègue élu, qui est peut-être dans la salle, et que je salue. En gros, c'était pour débloquer mon histoire d'église. Plutôt que de parler de silicium cristallin, monocristallin, c'est comment je bois un verre de je ne sais pas quoi avec le curé et qu'autour de ce verre, on négocie la transformation de sa toiture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut emmener la société, je l'ai déjà répété plein de fois, et donc on a des nouvelles questions. À quel endroit on crée les espaces de croisement ? Les espaces où on sort de l'entre-soi, de notre expertise ici, et les espaces où on va coopérer. Or, opérer, je le redis, coopérer, pardon, ça veut dire opérer ensemble. C'est-à-dire que chacun travaille sa propre perspective, mais ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les contraintes des autres, les contraintes des entreprises, les contraintes des territoires, les contraintes humaines, les contraintes des politiques. Et ça, c'est une série de nouveaux challenges énormes dans les années qui viennent, de sortir finalement, et je terminerai là-dessus, d'une forme d'approche en silo. Et je vous propose cette phrase pour conclure. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Fernandel ? Je pense que oui. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Don Camillo et Pépone ? Ça dépend du taux de cheveux gris. Voilà. Bon, en gros, Pépone, c'était le maire communiste d'une petite ville italienne, et Don Camillo, c'est celui qui tenait la cloche de l'église, et leur combat était homérique. Moi, ce que je retiens de cette journée, de ces journées, c'est comment Don Camillo et Pépone couvrent le toit de leur église de Solaire et apprennent à travailler ensemble. C'est un symbole des enjeux qui nous attendent. Travailler ensemble pour plus de puissance, plus de poids, plus d'efficacité. Et ces années seront décisives. Et c'est d'ailleurs la dernière remarque que je fais. Quand on est au niveau bruxellois, on dit un certain nombre, on est dans l'omniprésence de la guerre en Ukraine. Et ici, on n'en parle quasi pas. C'est très curieux ce décalage. Peut-être parce qu'on est des fantassins de la fabrication des réponses, plus que des commentateurs globaux, et que ce qui nous intéresse, c'est comment on se saisit de ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François, et on se retrouvera un peu plus tard dans la matinée certainement. Une première plénière où nous allons parler très concrètement de l'avancée des actions de sobriété, pas que, mais on va se focaliser sur la sobriété dans différentes collectivités à travers le programme ADEME. J'invite donc tous les intervenants à me rejoindre sur scène: Éric Vézine, Jérôme Baron, Sandrine Raymond, Maurice Gironcel, Philippe Guelpabero, Aurélie Kosman. Enfin, Maurice Gironcel, il ne va pas me rejoindre parce qu'il est à la Réunion, donc il nous rejoint en visio, et c'est déjà pas mal. Installez-vous tous, nous allons effectivement évoquer très concrètement le nouveau programme territoire engagé dans la transition écologique. Choisissez votre siège, il y en a un de trop, donc c'est parfait. Voilà, prenez... Oui, c'est ça, il ne faut pas être trop haut non plus. Il faut faire attention à l'équilibre ce matin, je comprends. Nous allons donc partager avec vous des retours d'expérience très concrets. L'application Slido sera précieuse parce que je vous avoue que le temps va être compté pendant cette
Nous avons beaucoup de retours d'expérience, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur l'un des programmes, je me ferai l'écho de vos questions. Et si vous n'avez pas l'application, demandez à votre voisin qu'il l'aura peut-être. Voilà, pour partager. Alors, on va commencer avec vous, Éric Vézine, pour introduire cette table ronde, nous expliquer finalement ce qu'est ce programme, où on en est très concrètement aujourd'hui en France. Merci Karine, bonjour à toutes et tous. Donc Éric Vézine, je suis à l'ADEME, chef du service politique territorial à la direction des territoires. Alors le programme, je vous l'expliquerai après les témoignages. Après, parce qu'on va voir les évolutions, mais où on en est. Pourquoi, je vous l'expliquerai après les témoignages, mais on laissera d'abord les collectivités nous parler de ce programme et de leur engagement. Mais quand même, pour situer le programme et situer le déploiement du programme, voilà, on voulait commencer par vous montrer la carte donc, de ce nouveau programme Territoire engagé transition écologique, qui est le rapprochement de nos anciens labels Citergy et économie circulaire. Donc Citergy que vous connaissiez très bien, ça fait plus de 10 ans que Citergy est déployé en France, et puis ce label économie circulaire qui était un peu plus récent, et donc les deux maintenant sont rassemblés sous la dénomination de ce programme Territoire engagé transition écologique. Et tout à l'heure, vous verrez aussi pourquoi on parle aujourd'hui de programme et plus de label. Alors cette carte des collectivités qui sont engagées dans le programme, donc vous voyez, c'est de moins en moins lisible, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de collectivités. Donc le jour où on ne pourra plus du tout la lire, c'est que voilà, ce sera vraiment, on aura vraiment couvert un grand territoire. Donc là, vous voyez qu'on a 331 collectivités, on fait les comptes très précisément, qui sont engagées dans ce programme. Dans ce programme, là, on vous montre les collectivités qui sont labellisées, puisque donc il y a deux parcours de labellisation, un parcours climat-énergie, qui est l'ancien Citergy, et un parcours économie circulaire, l'ancien label économie circulaire. Vous avez 296 collectivités qui sont aujourd'hui labellisées climat-énergie. Vous avez 20 collectivités qui sont labellisées économie circulaire et 15 collectivités qui sont engagées dans les deux parcours de labellisation. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de collectivités dans les deux parcours, mais qui soient engagées dans les deux parcours, puisque la transition écologique, c'est l'objectif de ce programme, c'est bien de couvrir l'ensemble des champs. Donc c'est un peu plus de 34 millions d'habitants qui sont couverts aujourd'hui par le programme, donc on est vraiment sur quelque chose de très significatif. Et puis je vais mettre en avant nos territoires 5 étoiles, puisque l'objectif après c'est d'aller progresser dans ce programme, donc citer nos collectivités 5 étoiles. Aujourd'hui, on en a 9. Donc on a la communauté urbaine de Dunkerque, on a Besançon, on a Grenoble, on a Échirolles, on a Nantes et Nantes Métropole, on a Lorient, et je terminerai avec la ville et la métropole de Brest, donc qui sont 5 étoiles. Donc félicitations à eux. Et bien sûr, voilà, vous pouvez les applaudir. Voilà, et la labellisation est un des objectifs, c'est pas le seul, encore une fois, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est un des objectifs. Et après, c'est de se prendre au jeu et de chercher à aller le plus loin possible dans ce parcours de labellisation. Voilà, on verra l'intérêt des étoiles peut-être aussi pour communiquer. Ce sera une question à mettre sur la table. Et puis surtout, n'hésitez pas à évoquer les difficultés, parce que souvent on a tendance, surtout quand on est à la tribune, de montrer tout ce qui est beau, tout ce qui se passe bien. Mais là, on est en petit comité, tous ensemble ce matin, et on est là pour se parler franchement et pour partager les expériences telles qu'elles sont. Et cette intelligence collective permettra certainement de les lever aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors nous allons commencer par un premier témoignage directement, sans transition, avec vous, Jérôme Baron. Vous êtes vice-président à l'habitat, au logement. Alors on va mettre vos slides, puisqu'on va changer de présentation à chaque fois en régie. Il va y avoir un tout petit peu de manipulation. Donc voilà, on va aller sur la présentation de Jérôme Baron, qui est vice-président donc à l'habitat, au logement et au PCAET de l'agglomération du Bocage-Bressuire. Vous êtes aussi conseiller municipal de Nueil-les-Aubiers. Et votre territoire est situé entre Nantes et Poitiers. C'est ce qu'on appelle en fait entre la Venise verte du Marais Poitevin et les châteaux de la Loire. Donc ça vaut le coup quand même de s'arrêter chez vous. On va voir quelques photos tout à l'heure. 130 000 hectares, 80 000 habitants. Et vous étiez deux d'ailleurs à cette table à être... vous étiez à Dunkerque l'an passé. Et donc moi j'ai envie de vous demander finalement, depuis un an, qu'avez-vous concrètement mis en œuvre? Qu'est-ce qui a avancé? Et puis aussi les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Je crois que vous avez beaucoup œuvré à la construction d'une ambition commune
hein, autour du bocage bressuiré, c'est ce qui vous rassemble. Oui, merci. Bonjour à tous. Le territoire du bocage bressuiret vient ici en toute humilité, hein, aux côtés de Strasbourg et de Grand Lyon. On prend la posture basse pour se mettre à vos côtés. Je suis aussi impressionné par les 9 territoires qui sont sur les 5 étoiles et comme le disait Jean-François Caron, sur les petits cailloux blancs et les étoiles, et bien là on en est nous dans le stade des petits cailloux blancs, du premier peut-être ou du deuxième petit caillou blanc que nous avons qui va jalonner comme ça notre parcours en vue peut-être un jour de décrocher les étoiles. Voilà. Donc concrètement, nous sommes une collectivité assez jeune hein, qui date de 2014 et donc on est sur une deuxième mandature qui s'engage après avoir organisé finalement le territoire, qui s'engage dans une vision au service de ses habitants et au service aussi de ses usagers, que ce soit aussi des gens qui pratiquent le tourisme, tourisme vert en particulier, ou bien aussi le monde des entreprises par exemple. Notre enjeu finalement dans ce contrat d'objectif territorial, c'est de mettre sur la table l'enjeu de la transition énergétique comme finalement un objectif à part entière et de franchir une étape dans notre politique générale pour passer finalement de la première partie de la mandature où on était sur réaliser un plan climat et énergie territoriale comme un dossier parmi d'autres, à franchir ça dans une logique de mode de fonctionnement. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu pour nous, c'est de procéder dans une logique transversale entre les différents services, les différentes compétences de notre collectivité, de procéder par une certaine on va dire, un autodiagnostic et une certaine remise en question, un progrès perpétuel si on peut, en tout cas une logique d'amélioration continue qui va se mettre en œuvre dans le sens de la transition énergétique et notamment de la sobriété. La sobriété qui est un axe important de notre côté sous l'angle de l'habitat et du logement, dont je suis aussi responsable en tant que vice-président, et où on mise beaucoup sur la revitalisation des centres-bourgs et sur les opérations d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain. Tous ces éléments-là qui visent à économiser l'espace, d'une part, mais aussi à densifier et à maintenir les gens dans leur cadre de vie amélioré autant que possible, aussi par la proximité des services. Et ça, c'est un enjeu fort pour notre territoire. Donc concrètement, un an après, où on en est, bien on en est au stade où on a pu changer de braquet hein, sur la question du contrat d'objectif territorial et de la transition écologique, énergétique. On en est à organiser une vraie réflexion autour du développement des énergies renouvelables avec un schéma directeur des énergies et des récupérations qui est en cours d'élaboration. La stratégie va s'élaborer dans les jours qui viennent. Et on est également sur une réflexion qui touche à notre identité. Et donc c'est aussi ça, l'enjeu, c'est de mettre en avant des actions phares. Et parmi les actions phares, outre la question de la matériothèque et du réemploi dans toutes les opérations qu'on peut faire de réhabilitation, reconstruction, rénovation d'habitat ou de logement ou d'équipements publics. Il s'agit aussi d'insister sur une identité. Bocage bressuiret, comme vous le voyez sur les images, eh bien, ce maillage, cette densité de bocage, aujourd'hui, elle est très liée à une activité d'élevage qui est un peu en souffrance. Et on a tout intérêt à miser sur cette ressource et à la valoriser au travers notamment de filières bois-énergie. On en a parlé ces derniers jours et lors d'ateliers hier notamment. Et ça contribue à notre identité. C'est même un facteur de développement. Le développement par-dessus la haie dans le monde agricole, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et finalement, c'est peut-être ça qui est un élément assez important pour nous. C'est que grâce à ces démarches de contrat d'objectif territorial, grâce à ces démarches d'auto-évaluation, eh bien, on peut faire corps et sens autour finalement de nos ambitions communes, qui sont celles en particulier de l'équilibre des territoires entre le rural et l'urbain, mais aussi de la qualité du cadre de vie que nous offrons à nos habitants. Dans l'organisation, vous avez aussi évolué avec une personne qui est responsable de ça. Vous m'avez parlé du tambour battant.
c'est quand même pas rien. J'imagine que dans les leviers, c'est important d'avoir une personne qui tient la barre. Qui tient la barre, oui. On a bénéficié effectivement de l'appui de l'ADEME pour pouvoir nous auto-évaluer. Et puis, ces jours de coaching, on peut parler de coaching pour nous épauler sur ce travail-là, nous a conduit à nous auto-évaluer par une série de réunions, effectivement, au rythme effréné je crois que c'était 3 réunions par jour pendant 10 jours. Donc on était quand même sur un rythme important. On a touché tous les élus du conseil communautaire, un certain nombre de conseillers municipaux aussi autour de ça. Et l'enjeu, c'était de savoir où est-ce qu'on en était. Et puis c'est vrai que cette notion d'humilité, cette notion de savoir s'évaluer soi-même, c'était un challenge. J'avoue qu'on a été quasiment surpris par la capacité qu'on avait à se mesurer et à se regarder de façon croisée comme ça dans nos compétences, dans nos communes, et puis à mettre en avant finalement des atouts de notre côté. On n'avait pas l'impression d'être de très bons élèves dans le domaine de la transition. Mais vous n'étiez pas bon sur la question du bilan carbone, par exemple. Effectivement. Donc là, et j'avoue qu'on n'est toujours pas très bon, puisque parce que... on vient d'envoyer notre chargé de mission en formation depuis peu de temps. Donc c'est vrai qu'on a un peu de trou dans la raquette de ce côté-là, et là-dessus, il faut progresser. C'est là tout l'intérêt, c'est que les petits cailloux, on va pouvoir en mettre encore quelques-uns pour atteindre les étoiles. Alors la 5e, peut-être pas encore, mais bon, déjà si on peut avoir la première, allons-y comme ça, par petits pas. Voilà, et puis l'enjeu de partenariat aussi avec les communes voisines. Enfin voilà, il y a tout ce maillage aussi à mettre en place. Avec, vous m'avez parlé d'une application de covoiturage pour les salariés d'entreprise. Donc on voit que ça va quand même au-delà de vos services. C'est vrai, alors l'application de covoiturage aujourd'hui, on en parle un peu moins parce que, comment dire, elles se font dépasser, ces applications de covoiturage, par d'autres outils qui existent à d'autres niveaux. Donc ça fait partie en tout cas des coopérations importantes, et on a un voisin qui est engagé depuis longtemps dans les territoires énergie positive, qui est la communauté de communes du Thouarcet. On a aussi des voisins comme Mauges Communauté en Maine-et-Loire ou le Saumurois, avec qui on coopère pas mal sur ces sujets-là. Et là encore, le développement par-dessus la haie, comme image, ou la question du co-apprentissage dont on parlait tout à l'heure dans le besoin d'avancer sur les questions de transition énergétique, eh bien ça nous parle. Et c'est vrai que cette notion de participer finalement à ce challenge, alors pour soi, évidemment que c'est intéressant en tant que compétiteur, moi ça me plaît, mais au-delà de ça, c'est aussi un vrai challenge de se positionner et puis de se dire finalement l'effort supplémentaire pour aller jusqu'à cette petite reconnaissance, mine de rien, on marche à ça, hein. Eh bien, ce petit effort, il mérite d'être fait. Et donc, on est capable plus facilement aujourd'hui qu'hier de se mobiliser ensemble à l'échelle de notre territoire et à l'échelle du bloc communal, en incluant aussi toutes les communes du territoire, pour pouvoir avancer dans ce sens, avec en tête toujours cette idée de sobriété qui compte quand même beaucoup. Voilà. Merci pour votre témoignage et votre retour d'expérience. Bravo à vous. Alors, nous changeons de territoire avec Sandrine Raymond. Vous êtes vice-présidente déléguée à la transition énergétique et écologique de la COV. Alors, vous étiez, vous aussi, à Dunkerque. Enfin, la COV, en tout cas, était représentée à Dunkerque il y a un an. Donc, vous étiez les deux collectivités. On avait envie de vous entendre sur ce que vous aviez mis en place depuis un an. L'Interco regroupe 25 communes au cœur du Vaucluse, avec Carpentras au centre. Vous êtes vraiment entre rural et urbain. Il y a 70 000 habitants. Vous êtes engagé aussi depuis nombreuses années dans des politiques énergétiques, bien sûr. Et le dernier plan climat a été validé en février 2020. Et vous êtes actuellement en cours d'animation des actions prévues dans ce plan. Donc là, ça devient vraiment très, très concret. Vous allez pouvoir nous en parler. Depuis un an, que s'est-il très concrètement passé sur votre territoire, les actions que vous avez pu mettre en place et puis aussi les difficultés que vous avez pu rencontrer. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Donc, j'excuse la présidente Jacqueline Bouillac qui était souffrante. Donc, comme disait Monsieur Caron tout à l'heure, on parlait de pied. Donc, c'est vraiment pied levé que je suis arrivée, puisque je suis arrivée hier soir. Si vous y avez pris un peu de plaisir. Pour ce matin, voilà. Donc, je suis très, très heureuse d'être ici. Vraiment, pour moi, c'est ma première assise. Donc, voilà.
Bienvenue. Donc merci beaucoup. Et donc oui, comme vous l'expliquiez, notre territoire, donc c'est 25 communes, donc c'est 70 000 habitants. Hein, c'est pas une grosse interco, c'est une communauté d'agglomération. C'est un territoire qui est assez rural, avec un point culminant la ville de Carpentras. Donc commune dans le Vaucluse, hein, voilà, donc entre les Dentelles et le Mont Ventoux. Les Dentelles, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, tout à fait. On est bien, beau secteur que je vous invite à venir visiter également au passage. Donc du coup, nous, notre plan climat, effectivement, il a permis de valider la mise en place de scénarios qui se veulent énergétiques ambitieux. Donc c'est les territoires à l'échéance de 2030 et 2050, et l'objectif il est de devenir un territoire TEPOS, donc c'est un territoire à énergie positive en 2045. Et donc sur les énergies renouvelables, nous avons engagé donc 18 communes sur les 25, donc une étude potentielle sur le photovoltaïque. Et donc, donc c'est des diagnostics qui ont été faits sur 1200 bâtiments. Donc 15 projets qui ont été du coup retenus et qui sont en cours. Et donc la première centrale, du coup, elle va être mise en service cet été. C'est dans ma petite commune de Saint-Pierre-de-Vassol, petite commune de 534 âmes. Voilà, donc du coup, je suis très heureuse de lancer justement cette étape-là. Et donc sur le développement des énergies, on travaille également sur les digesteurs avec la méthanisation, également toujours en collaboration avec les acteurs du territoire. C'est essentiel, hein, effectivement. L'ADEME nous accompagne, GRDF, Enedis, voilà, on travaille sur des conventions qui nous aident, qui nous apportent beaucoup de choses. Et puis on a développé aussi sur des logiciels Atlas également par rapport à la rénovation énergétique pour l'habitat. Oui, donc, si on parle de sobriété, c'est vrai que la rénovation là, de l'habitat aussi est au cœur. Tout à fait, voilà. Et puis une forte précarité énergétique aussi. Il faut savoir que dans le Vaucluse aussi, c'est un département qui est pauvre, donc c'est pas évident d'arriver sur la rénovation. Donc on est aussi sur le dispositif du SAR, donc l'accompagnement à la rénovation. Donc sur l'habitat, donc comme je vous disais, donc avec le SAR, et essayer de montrer au grand public effectivement l'intérêt pour eux et pour la planète aussi, hein, puisque c'est un cercle vertueux qu'on essaie de mettre en place. Ce cercle vertueux, on l'a mis aussi en place avec le marché horticole, donc dans le cadre de la végétalisation en fait, pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc on a plusieurs communes qui ont prétendu et donc qui ont concouru, on va dire, qui ont candidaté et qui ont été retenues. Et donc 4 communes avec lesquelles on les a accompagnées. On a travaillé avec le marché gare donc local et avec des plantes locales, bien sûr, qui demandent moins d'eau, qui soient beaucoup plus, qui soient moins généreuses en demande d'eau, mais qui soient aussi excellentes pour faire de l'ombre et puis réduire la chaleur. Et voilà. C'est vrai que chez nous, il faut dire, dans le sud, voilà, on est bien concernés, effectivement. Voilà. Les agriculteurs aussi embarqués, donc du coup, avec l'étude Climagri. Alors que Climagri, tout à fait. Donc il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. On travaille sur l'écopâturalisme. On travaille également sur les consignes de verre et sur les pratiques aussi, avec les utilisations de produits moins néfastes et beaucoup plus vertueux. Donc, essayer de les mettre au cœur des pratiques et le bon usage. Parce que finalement, le bon usage paysan, c'est finalement, on y revient. On parlait du bon sens. C'est du bon sens, voilà, tout à fait. Donc revenons au bon sens. Ouais. La mobilité, aussi un mot sur le territoire de la COV avec beaucoup d'actions aussi engagées. Oui, tout à fait. Et donc nous, sur la mobilité, nous avons sur le territoire, on a validé le schéma vélo là au mois d'avril 2022. C'est tout neuf. Donc c'est au niveau des pistes. Alors, qui est compliqué, c'est toujours la cohabitation entre les départementales, c'est rural, donc il y a les petites communes, il y a les petits chemins, voilà, donc les conventionnements, les schémas pour qu'ils avancent, c'est quand même de la négociation, hein, avec tous les partenaires. Il faut se mettre autour de la table, il faut être, on a tous le même enjeu
c'est coopérer, effectivement, travailler ensemble dans la même direction. Et donc sur la mobilité, on a également mis en place l'application, on parlait de covoiturage, donc Klaxit. Donc cette application-là, en fait, elle permet de promouvoir le covoiturage sur les trajets domicile-travail. Et en fait, on a comptabilisé, c'est à peu près 16 000 trajets concernés par jour sur notre territoire. Et donc, dans un premier temps, voilà, il a fallu expliquer un petit peu la démarche des communications. Il est vrai que depuis le mois de mars, il y a une flambée qui est constatée. Bon, effectivement, on n'est pas sans méconnaître que le coût de l'essence et voilà, le gaz a augmenté. Donc, du coup... donc, ça fonctionne plutôt bien. Finalement, ça galvanise aussi finalement quelque chose qui peut être peut-être négatif. On le transforme en positif. Voilà. Donc du coup, c'est plusieurs trajets. Chez nous, c'est vrai, comme c'est rural, c'est à peu près des trajets courts de 3 à 40 km. Donc du coup, on est en train de travailler là-dessus aussi pour savoir comment on arrive, sur quels axes, comment nous, on arrive à mettre cette synergie en place. Voilà. Et également, donc c'est 680 inscrits sur 250 usagers réguliers, 2800 trajets qui représentent 60 500 km. Et qui ont lieu depuis 10 mois. Voilà, donc c'est une accélération sensible, comme je vous disais. Et vous partagez l'application avec qui veut? Voilà, tout à fait. Et nous, voilà, je veux dire de façon large. Tout à fait. Voilà, qui est intéressé. Ceux qui sont sur le territoire. Oui, il y en a plein d'applications de covoiturage, mais celle-ci, elle est. Et celle-ci, du coup, nous, on subventionne, du coup, à hauteur de, grâce à l'ADEME également, le financement de l'ADEME et de la région Sud, à hauteur de 2 €. Oui, contrairement à Blablacar où la personne paye, là, c'est alors en fait, le conducteur, on paye le conducteur à 2 €, et donc ceux qui participent, c'est gratuit pour eux. C'est gratuit pour eux. Voilà. Donc alors on essaie de mettre en place encore un système parce que parfois la personne qui vous a amené le matin va peut-être pas vous récupérer le soir. Donc voilà, ça s'organise. Vous êtes fixé un budget limite ou c'est exponentiel? On est c'est comme tout le monde, hein, le nerf de la guerre sur le financement. Là, pour l'instant, on est 6 000 €. C'est pas des grosses sommes, mais voilà. En tout cas, on s'engage et on veut poursuivre et on encourage vivement sur ce terrain-là. Voilà, il a beaucoup d'énergie. Et puis également, on parlait quand même. Voilà, on parlait tout à l'heure sur la rénovation et le photovoltaïque. Avec Enedis, on a été partenaire sur Prio Réno. On a travaillé aussi sur les rénovations du territoire et du patrimoine avec les financements Sequoia. Donc on essaie d'être acteur avec tous les partenaires, les conventions. Ce qu'on disait, c'est vraiment le collectif qui amène ça et qui galvanise. Voilà. Et nous, justement, par rapport à ça, l'ADEME nous a accompagnés sur ce que nous, on appelle le contrat d'objectif de territoire, mais voilà, qui est vraiment, c'est sur de la transition de territoire. Et ils nous ont aidés, donc on a fait tout le tour de tous les services de notre intercommunalité, puisqu'il y a déjà plus de 500 agents. Et donc, on s'est bien rendu compte, effectivement, que l'empreinte verte, elle était vraiment dans l'ADN de la COV. Et donc ça va nous servir, effectivement, à expliquer à l'usager que si nous, on le fait, ben, eux aussi, ils en sont capables, puisque voilà, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On termine sur cette belle image. Belle photo du territoire. Et nous allons partir à La Réunion, au nord de La Réunion, avec Maurice Gironcel qui est avec nous, président de la communauté intercommunale du nord de La Réunion, la CINOR. C'est alors 3 étoiles, 210 000 habitants sur une population globale de 860 000 habitants. Maurice Gironcel m'expliquait que c'était la porte d'entrée de La Réunion avec l'aéroport Roland-Garros et ses 3 millions de passagers par an. Donc c'est pas rien sur ce territoire à prendre en compte. Il y avait évidemment beaucoup de tourisme. Premier territoire économique avec un parc technopole très important, mais je ne vais pas en dire trop. Maurice Gironcel, est-ce que vous êtes avec nous? Vous allez nous parler des particularités des zones interconnectées qui sont quand même, qui ont des singularités, des particularités à prendre en compte. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous avez engagé une approche de sobriété énergétique depuis de très nombreuses années. Quelles sont les actions peut-être les plus emblématiques de votre PCAET et comment vous assurez la cohérence entre toutes ces actions? D'ailleurs, c'est une question de l'audience. Là, quelle différence entre les PCAET, les territoires engagés, climat, air, énergie, comment on arbitre et on trouve de la cohérence dans tout ça? Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs, mes chers collègues. D'abord, merci donc, de me permettre de m'exprimer vis-à-vis en visio
C'est un véritable honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui devant vous et de porter la voix de mon île, La Réunion. Un territoire de 2500 km², un département français d'outre-mer, une région ultra-périphérique, ou plutôt l'île d'Europe de l'océan Indien. Même si je ne suis malheureusement pas présent physiquement, vous avez dans l'Assemblée la présidente de la commission environnement, Madame Ramata Touré, et Madame la directrice générale des services de la CINOR. La question de la transition écologique se pose dans nos territoires insulaires avec une intensité redoutable parce que nous sommes en première ligne des effets du réchauffement climatique. Les îles, en général, sont de véritables sentinelles de l'avenir climatique planétaire. Face à cela, notre responsabilité d'élus nous incombe l'impérieuse nécessité d'impulser l'évolution vers un nouveau modèle économique et social plus responsable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de se déplacer, en bref, de vivre ensemble. La collectivité que je préside est une agglomération de près de 210 000 habitants répartis en 3 communes. Saint-Denis, la capitale, Sainte-Marie avec son aéroport et Sainte-Suzanne avec son phare, qui forment le territoire nord de la Réunion. Notre équipe a dès 2020 fondé son projet politique autour d'une ambition forte et déterminée en matière de développement durable et solidaire. Premier exemple que je voudrais vous donner. En matière de déplacement, l'action la plus emblématique est sans contexte le lancement en début de cette année 2022 du premier téléphérique urbain de France à Saint-Denis-de-la-Réunion dans le quartier populaire du Chaudron. Notre téléphérique, dénommé Papang, oiseau emblématique de notre île, qui a tout de suite trouvé son public avec plus de 300 000 voyageurs en 2 mois. Nos innovations doivent servir les objectifs du développement solidaire dans un contexte social très fragile où près de la moitié de la population, je le rappelle, vit sous le seuil de pauvreté. Vous avez bien compris que la question du pouvoir d'achat, avec notamment le coût de la vie qui augmente, s'y pose aussi avec une ampleur particulière. Deuxième exemple, le Grand Prado, qui est la station d'épuration développée pour l'assainissement et le traitement des eaux usées selon un process écologique qui permet de valoriser une partie des éléments collectés pour produire du biogaz et de l'engrais distribué aux agriculteurs. Troisième exemple, celui de la commune dont je suis maire, Sainte-Suzanne, qui s'illustre par son engagement fort en matière de production d'énergie renouvelable. En effet, Sainte-Suzanne est la première ville à énergie positive de la Réunion, puisque la production sur notre territoire de Sainte-Suzanne est aujourd'hui équivalente à une population de 45 000 habitants, alors que nous sommes environ 24 000 habitants. Quatrième exemple, le centre de valorisation multifilière des déchets. Cet équipement nous permettra de passer de 100% de déchets enfouis à 28% en valorisant les déchets en CSR et en compost. Cependant, les efforts restent encore importants à fournir pour véritablement atteindre la gestion vertueuse de nos déchets. S'agissant de nos déplacements, nous expérimentons également la production d'hydrogène verte avec le SIDELEC, le syndicat d'électricité que je préside dans l'île. Une première à La Réunion, où 2 véhicules à hydrogène nous seront mis à disposition prochainement afin de répondre à nos exigences en matière de transition énergétique. Dernier exemple singulier que je voulais vous exposer, celui de l'expérimentation
que le CIDELEC mène avec l'ensemble de ses partenaires, État, région, EDF, etc., pour faire de Mafate, site isolé de la Réunion au cœur du parc national, reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité, ce village solaire à 100%, autonome, couvrant les besoins d'électricité de plus de 300 familles et où un micro-réseau, toujours à partir du solaire, a fait déjà ses preuves. Une fois de plus, nous sommes fiers d'avoir le label Territoire engagé et je remercie l'ADEME et les partenaires et nous mesurons à travers ce territoire engagé, ce label, nous mesurons notre responsabilité individuelle et collective. Alors je voudrais, pour conclure mon propos, reprendre les mots de Paul Vergès, que beaucoup d'entre vous, je suppose, ont entendu parler. Ancien président de la région et au niveau national, président de l'ONERC, Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Ce grand visionnaire qui nous a tant alertés sur les effets du changement climatique déclarait ceci dans un de ses ouvrages. « J'appelle à l'émergence d'une nouvelle civilisation plus sobre, en ressources épuisables et développant l'usage des ressources renouvelables. Les problèmes posés par le changement climatique ne feront qu'amplifier les conséquences des pratiques humaines non durables. Nous avons donc plusieurs cartes en main. » Voilà sur ces propos. En effet, notre action est aujourd'hui un impératif de survie pour faire face à cette force déjà agissante du changement climatique. Et comme j'ai souvent tendance à dire dans mes propos, quand je m'adresse également aux élus, mais aussi à la population, à dire en créole, mais je suis persuadé que vous allez tous comprendre. C'est une phrase en créole, mais qui est simple à comprendre. S'il ne s'occupe pas du climat, le climat va occuper à nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Maurice Géroncel. Merci à vous et je rappelle que vous êtes aussi président des zones non interconnectées et que tout ça évidemment est mis en réseau de façon très très large avec toutes les zones non interconnectées et ses singularités. Alors un petit message pour la régie, j'ai inversé les deux prochaines présentations, donc attention, nous allons à Lyon dans un premier temps, c'est donc la présentation 6. Voilà pour Stéphane. Philippe Monaro, merci d'être avec nous pour la métropole du Grand Lyon. Vous êtes vice-président délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Et c'est très très bien. D'ailleurs, j'ai pensé à vous ce matin parce que je me suis réveillée, j'ai écouté une radio au public et j'ai eu en l'espace de 2 minutes une incitation à changer mon téléphone portable parce qu'il fallait que j'ai un nouvel abonnement avec la 5G. Et juste après, il fallait que je parte en avion en week-end en Europe. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est sympa. Voilà, donc le Grand Lyon a obtenu 4 étoiles avec une particularité, c'est votre capacité à associer dans cette démarche plusieurs villes de la métropole et vous allez nous en parler. Quelles actions avez-vous précisément mis en place pour mener justement le lien, pour mettre en avant le lien avec la sobriété et alors là, vous allez nous parler des difficultés. Oui, promis, on va parler de difficultés. Merci. Merci Philippe. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et remercier les organisateurs de ces assises. J'ai passé un excellent moment et à voir l'affluence dans la salle, je suis assez content de voir autant de monde malgré la très bonne soirée qu'on a vécue hier jusqu'à tard dans la nuit. Oui, il paraît qu'il y a eu en plus des afters, tout ça. Je ne suis pas au courant. Ah oui, d'accord, ok. Non, je veux pas. Non, et pour commencer mon propos, je voudrais parler, avant d'enchaîner tout de suite, sur 5 exemples concrets sur la sobriété qu'on met en place sur la métropole de Lyon. Rendre hommage à un monsieur qui a, je pense, grandement popularisé la notion de sobriété. C'est Pierre Rabhi qui nous a quittés il y a 6 mois à peu près, avec la sobriété heureuse. Et ça a été quelqu'un qui m'a grandement inspiré pour m'engager d'abord dans la transition à titre professionnel, personnel, mais aussi en termes politiques.
Donc voilà, je pense que c'était important quand on parle de sobriété de citer Pierre Rabhi à un moment donné dans les 3 jours. Je suis très heureuse que vous l'ayez fait. Merci. Et mais du coup, par contre, la sobriété heureuse, moi je pense effectivement qu'elle doit être heureuse, elle doit être festive, elle doit être gamifiée. Et on a eu plusieurs exemples pendant ces 3 jours. Mais là où j'étais pas tout à fait d'accord avec Pierre Rabhi, ou en tout cas j'avais une incompréhension, c'était sur le côté un peu individualiste. Chacun fait sa part, ça peut renvoyer une forme de... Le côté colibri. Voilà, on met tout sur les individus pour la transition. Et je pense que ce serait une grave erreur. Et on en a souvent parlé ces 3 jours. Et donc il y a un enjeu où les politiques doivent aussi, entre guillemets, faire leur part, mais leur part est énorme. Et c'est là où le Grand Lyon prend sa part et je pense une grande part. Donc on doit faciliter la sobriété et partir sur une sobriété collective et structurelle pour que les citoyens adoptent des comportements sobres, mais presque sans s'en rendre compte. Donc premier exemple très concret, et effectivement c'est dans le cadre de ma délégation, réduction de la publicité, désinciter les gens à surconsommer, parce qu'on sait que la consommation de biens et de services, mais surtout de biens matériels, est une source de dégradation de nos conditions de vie et de nos conditions de vie futures. Et donc, on est en train d'élaborer un règlement local de publicité qui sera mis en œuvre à partir de 2023, qui devrait voir le nombre de panneaux de publicité réduire de 70% sur le territoire de la métropole de Lyon, avec des tailles de panneaux, par exemple, limitées à 4 mètres carrés au lieu de 12 actuellement, ou encore l'interdiction totale des panneaux numériques sur l'espace public. Donc voilà un exemple très concret, justement pour faire en sorte que quand on se promène dans la rue, on ne soit pas incité à partir en voyage à l'autre bout du monde ou à changer son smartphone tous les 6 mois, ou à acheter un SUV. Et difficulté, diminution du budget du coup, il y a diminution des rentrées. Alors c'est pour les communes où il y aura une petite diminution de la TLPE, mais 49 communes sur 59 ont donné un avis favorable à ce projet. Donc c'est assumé que les communes veulent aussi améliorer leur cadre de vie. Et c'est là l'intérêt, c'est qu'il y a plein de raisons de réduire la publicité. Et l'enjeu climatique, il y a l'enjeu de consommation énergétique aussi, lié aux panneaux lumineux ou énergétiques. Et puis il y a l'enjeu quand même, un panneau de pub, c'est moche souvent. Donc il y a une amélioration du cadre de vie qui est vraiment non négligeable. Et ça fait partie d'une forme de revenu non monétaire, de qualité de vie, qui est difficilement estimable. Une externalité positive. Une externalité positive, voilà, qui est vraiment importante à valoriser. Et voilà, la plupart des maires sont plutôt d'accord avec nous. Bon, tant mieux. Un deuxième exemple, c'est dans le cadre des achats de la collectivité. On dépense à peu près 600 millions d'euros par an et on monte à un peu plus d'1 milliard quand on ajoute les sociétés d'aménagement, les syndicats, la ville de Lyon aussi. Alors là, on arrive même à 1,5 million facilement. Et la ville de Lyon, comme la métropole de Lyon, adopte un schéma d'achat responsable avec des critères en fait, d'éco-conditionnalité écologique, sociale, d'insertion aussi, pour que justement dans tous nos achats, il y ait un enjeu, des critères forts écologiques liés à la transition écologique. Un exemple très concret, c'est qu'à partir de 2022, 100% de l'électricité qui est consommée par le patrimoine métropolitain est de l'énergie verte. Alors on n'est pas encore passé à l'énergie verte Vervolt, si vous connaissez le label. Surtout en ce moment, vu les prix de l'énergie, vous comprendrez pourquoi. Mais l'ambition, c'est quand même d'y aller d'ici la fin du mandat. Mais en tout cas, à partir de maintenant, 100% d'énergie verte, enfin d'électricité verte, et je salue aussi la ville de Lyon qui est passée à 25% de biogaz dans ses consommations de gaz du patrimoine et notamment dans les écoles. Des résistances au changement particulières dans ceux qui sont responsables des achats ou... Pas tant, non. Moi aussi, j'en profite pour saluer et remercier les agents de la métropole de Lyon. Parce qu'en fait, je pense qu'ils attendaient aussi un changement et ils sont emballés pour une immense majorité. Et donc on arrive aussi, on parlait de collectif tout à l'heure et je vais en parler avec les partenaires du plan climat, mais nos 9000 agents, c'est nos premiers partenaires en fait dans cette transition écologique. Donc on arrive, et je salue aussi les vice-présidents et les directeurs des services pour ça, on arrive à les emmener dans cette transition. Impeccable. Alors, troisième autre exemple la sobriété, donc on parle d'efficacité énergétique, mais aussi de sobriété. On a le dispositif EcoRénov qui vient en complément de MaPrimeRénov pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc on a une enveloppe de 75 millions d'euros pour ce mandat pour aider les bailleurs sociaux, les copropriétaires et les propriétaires de maisons individuelles pour rénover leur logement. Mais une fois que c'est fait, et on est déjà très heureux quand c'est fait,
on doit éviter l'effet rebond. Et donc, on a mis en place une opération qui s'appelle Ma résidence, un exemple, auprès d'une vingtaine de copropriétés, pour les accompagner après la rénovation, pour qu'ils adoptent un comportement qui évite l'effet rebond et qu'on ait un comportement ensuite sobre dans le logement pour éviter des surconsommations, parce qu'on peut se chauffer à 3 degrés de plus qu'avant et on en profiterait. Donc voilà, il y a un enjeu aussi un peu comportemental. Bah, c'est ce qu'on a vu hier avec les 5 étapes. Il ne suffit pas d'agir, après voilà, il faut suivre. Exactement, mais c'est important de ne pas tout jouer là-dessus, la sobriété. C'est le complément pour finir le travail proprement, moi je dirais. Et là, il y a assez de... Je vous allez dire que c'est une obsession, depuis hier, j'arrête pas d'en parler. Il y a assez d'artisans pour mettre au... Pour la rénovation ouais. Oui, on a... alors, en ce moment, c'est un peu compliqué quand même sur la main-d'œuvre, mais on a plus un problème de RH à l'ALEG. Je suis aussi le président et je salue Chloé qui est là. On a plus un problème pour recruter des personnes qui vont pouvoir instruire et accompagner dans le cadre des dossiers d'accompagnement. Après, les entreprises dans le bâtiment ont aussi des petits problèmes d'embauche. C'est vrai qu'il y a une dissonance entre les besoins réels dans le cadre de la transition et la formation des professionnels actuellement. Et malheureusement, pas que dans le bâtiment, j'ai l'impression. 4e exemple, donc la rénovation, c'était pour le patrimoine existant, enfin le bâti existant. Mais il y a aussi ce qu'on construit à partir de maintenant. Et donc, toujours avec l'intermédiaire de l'ALEC, on a un référentiel habitat durable depuis déjà au moins 15 ans, où en fait, on va prendre les dernières réglementations thermiques en vigueur et augmenter leur niveau d'exigence pour les ZAC, les PUP, les logements sociaux, pour avoir vraiment des bâtiments qui sont déjà aux normes de 2030, j'ai envie de dire. Donc, on a travaillé avec les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs pour voir aussi ce qui est possible pour eux. Parce que quand on parle de matériaux géosourcés ou biosourcés, il faut quand même qu'il y ait les filières. Donc, il ne faut pas leur imposer 100% de géosourcés tout de suite, sinon ça ne va pas passer. Et puis, on a aussi poussé, et j'ai personnellement poussé fortement pour que toutes les toitures soient utiles à terme. Donc, il n'y aura plus de bâtiments neufs sans qu'il y ait soit des panneaux solaire thermique, soit des panneaux photovoltaïques, soit la végétalisation, quand c'est à l'ombre, on ne va pas mettre des panneaux photovoltaïques. Et ça, en fait, c'était pas évident encore. Et ça devrait passer, et l'idée, c'est de transposer ça dans la modification du PLUH, pour qu'à partir de 2025, on n'ait plus un bâtiment qui soit construit sur la métropole de Lyon sans une toiture productive. Et c'est voilà. Et on pourrait imposer ça à toutes les entreprises qui construisent aussi des grands hangars, tout ça, non? Voilà, c'est ça. Ça serait bien, ça aussi. Oui, mais en fait, ça me semble assez évident. Bah oui, mais il y en a encore plein de toits sans rien. Oui, donc c'est là où... Bon, il y en a quand même beaucoup qui le faisaient naturellement, mais de le poser en réglementation, ça permet un peu la voiture balai pour que tout le monde s'y mette. Oui, c'est ça, plutôt que de mettre des panneaux solaires sur de l'espace agricole, autant le mettre sur des toits, non? Enfin, je sais pas, ça me semble tellement évident. Alors, on continue, sobriété de la voiture. Et dernier exemple, effectivement, la sobriété, elle n'est pas que dans le bâtiment, elle est aussi dans les mobilités. Et on sait que le frein au changement de mobilité, et notamment de passer de la voiture au vélo, c'est un problème de sécurité, un problème de confort dans le pédalage, j'ai envie de dire, pour aller au travail ou pour partir en week-end avec les enfants éventuellement. Et donc on va créer, d'ici 2030, 350 km de lignes de voies rapides vélo, enfin voies confortables vélo surtout, équipées avec des pompes, avec des repose-pieds, avec tout un tas d'informations aussi, pour que chacune et chacun se sente en sécurité et libre d'aller au travail en vélo et aussi de partir en vacances, en week-end en vélo. C'est vraiment une clé pour qu'on facilite cette sobriété, parce que passer de la voiture au vélo, c'est une grande sobriété et c'est aussi une grande libération. C'est là où la sobriété, elle peut être heureuse, elle doit être heureuse même. C'est que personnellement, j'ai plus de voiture depuis un peu plus de 2 ans. Je me suis jamais senti aussi libre de mes mouvements que depuis que je n'ai plus de voiture. Et c'est vrai qu'il y a un cap à passer. On a un peu peur de lâcher, de ne plus avoir la propriété privée sur cet outil d'1 tonne qui pollue énormément, mais qui nous permet de bouger. Et en fait, on se rend compte qu'on peut facilement bouger sans avoir la propriété d'une voiture.
Donc voilà quelques exemples concrets de ce qu'on met en place. J'ai ramené le point d'étape du plan climat air énergie territorial 2021. J'en ai quelques exemples si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Très largement. Merci et bravo à vous aussi pour ce témoignage. Merci beaucoup. Oui, Philippe André, retour de Genève. Exactement. On va tous boire un coup. Alors, Aurélie Kosman, nous partons à Strasbourg avec vous. Vous êtes conseillère déléguée à l'exemplarité en matière de transition écologique à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes la personne référente du programme. Alors, on a parlé de l'importance d'avoir une personne référente. C'est assez unique d'ailleurs et c'est certainement un gage de réussite. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et vous êtes combien d'étoiles? Vous avez dit, on a eu le droit de le dire maintenant. 4 étoiles. 4 étoiles, et bien bravo. On vient d'obtenir la labellisation 4 étoiles qu'on a annoncée en conférence de presse. Eh ben, on peut vous applaudir pour cette 4e étoile toute récente. Bravo à vous. Vous allez nous expliquer l'intérêt d'engager les 2 échelles de la collectivité dans ce programme. Ça fait partie des leviers. Et puis aussi, si vous avez des difficultés à partager, surtout n'hésitez pas. Très bien. Merci en tout cas pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Donc effectivement, on est engagé dans la démarche et la labellisation territoire engagé pour la transition écologique, donc à la fois la ville de Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg. Alors il faut peut-être quand même rappeler que la ville et l'Eurométropole, donc c'est une administration fusionnée depuis 50 ans cette année. Et donc, dans cette logique de mutualisation puis d'efficacité, en fait, qui se traduit à travers nos politiques publiques, il était quand même évident d'organiser un marché conjoint d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je précise pour la régie que c'est donc la présentation qui était notée 5, donc celle de Strasbourg, si on peut la mettre. Ouais, super, merci beaucoup. Voilà, et donc ce marché conjoint, c'était assez évident de le faire donc, pour ces 2 collectivités dès 2018. Et donc cet engagement dans cette démarche de labellisation, climat, air, énergie, finalement on posait la question tout à l'heure de l'intérêt de cette labellisation et de la différence avec le plan climat. En fait, l'idée, ça a été de disposer d'un cadre beaucoup plus structurant et aussi d'un outil en quelque sorte de suivi, d'évaluation, vraiment de structuration des politiques climat, air, énergie qui ont quand même un caractère extrêmement transversal. Et c'est vrai que cette labellisation, cette démarche, elle permet évidemment d'organiser les plans climat qui étaient, je dirais, plus flottants, bien que réglementaires. Cette labellisation, on l'a donc évidemment organisée dans le contexte d'élaboration des plans climat, donc le dernier en cours voté à l'Eurométropole en 2019 et la ville de Strasbourg en 2021. Donc en gros, cette mutualisation, elle permet, je dirais très rapidement, de couvrir les mesures du référentiel climat, air, énergie, qui sont à 61 mesures à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, d'activer aussi des leviers structurants dont dispose effectivement le PCI, l'Eurométropole, donc comme la mobilité, je vais en parler tout à l'heure, et finalement d'appréhender le plan climat et la déclinaison des objectifs au niveau communal. Et j'insiste là-dessus parce que il est vrai que dans l'exécutif actuel, on a vraiment l'idée de défendre l'accompagnement et vraiment la sensibilisation de nos 32 communes, plus Strasbourg, même si elles ne sont pas dans le dispositif en tant que tel. Donc voilà pour la question de la mutualisation et de son intérêt. En parlant des mobilités ? Oui. Allez. Alors, donc évidemment, avec l'obtention de ce label 4 étoiles, il y a un certain nombre de sujets qui ont permis d'obtenir cette labellisation. Mais aujourd'hui, je voulais en partager 2 particulièrement, bien qu'il y en ait d'autres. On va se concentrer peut-être là-dessus parce que c'est quand même un engagement d'ampleur. Donc tout d'abord la question des mobilités, donc qui a quand même pour objectif de réduire la consommation d'énergie globale et les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est plus que dans une logique de sobriété.
Donc la question des mobilités, c'est, je voulais quand même le préciser pour notre engagement politique, une démarche d'accessibilité pour toutes et tous, hein, parce qu'on a vraiment organisé notre mandat politique autour de ces piliers écologie, sociale, démocratie, qui sont extrêmement importants. Donc l'idée, c'est qu'on ait vraiment toujours cette vision d'accessibilité pour toutes et tous, et de ne pas creuser les écarts, hein, surtout dans le contexte actuel. Donc en gros, les mobilités, c'est chez nous depuis 2 ans un engagement sur le développement des transports en commun de plus de 150 millions d'euros, avec l'extension de notre réseau de tramway, hein, le développement d'un bus à haut niveau de service. On a également développé un service de transport à la demande, enfin, on l'a plutôt renforcé. C'est quoi un bus à haut niveau de service ? Un bus à haut niveau de service, c'est un bus qui a une priorité en termes de voirie, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à un feu rouge, puis on... Ah, ok. Voilà, et donc ça dessert il va vite, notamment les zones, une zone d'activité. Non, mais il ne s'arrête pas au feu rouge, c'est prévu, vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire, il ne s'arrête pas au feu rouge. J'imagine que... En fait, l'idée, c'est de gagner en efficacité et puis vraiment de promouvoir un bus vraiment dédié où... C'est possible grâce à l'intelligence artificielle des feux de la circulation, j'imagine. Alors ça, je ne peux pas vous dire. Oh, si, il doit y avoir de l'intelligence quelque part. Mais ça, c'est quand même... bon, il y en a dans pas mal de régions, hein, rien d'exceptionnel, mais encore une fois, ça participe quand même à tout ça. On a également notre projet de réseau express métropolitain. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter du cadencement sur des lignes de train existantes, en fait, hein, mais d'augmenter et du coup de desservir l'ensemble de la métropole de manière beaucoup plus forte. Hein, donc toujours dans cette optique de réduire l'autosolisme. Ensuite, on a également un budget de 65 millions sur de la création de pistes cyclables supplémentaires, parce que c'est vrai que sur notre territoire, on est plutôt déjà pas mal desservi. Mais l'idée, c'est vraiment la continuité cyclable. Hein, ça, c'est extrêmement important hein, pour motiver les usagers. La question de la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. Donc ça, c'est un projet qui a été porté politiquement et qui a vraiment beaucoup de succès, comme vous pouvez imaginer. La mise en place d'une zone à faible émission mobilité avec des aides d'une enveloppe de 50 millions. Hein. Donc, c'est pour de l'aide à l'acquisition de véhicules critères 1, 2, mais aussi à l'aide à la conversion, l'aide à l'acquisition de vélos électriques. Un autre point qui me paraît important, dont il me paraît important de parler, c'est les questions de la place du piéton en ville et dans oui, tous la les campagne secteurs, des pieds est valable aussi à Strasbourg. Exactement, hein, et c'est extrêmement important parce que je pense que là-dessus, il y a encore pas mal de chemin à faire parce qu'il y a un manque d'habitude en fait d'organiser l'espace public autour des piétons. Et c'est pas que dans les villes et les métropoles. Je pense que même, enfin surtout, j'ai envie de dire dans les territoires ruraux, c'est souvent très compliqué de se déplacer à pied. Il n'y a pas forcément des trottoirs partout. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc l'idée de cette politique... Bon, en même temps, on ne peut pas en mettre partout non plus. Mais, non, on ne peut pas en mettre partout, mais c'est vrai que je pense qu'on a de la marge. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces changements donc, à travers notre agence du climat, hein, qui a été créée il y a 1 an, pour en fait vraiment accompagner, faire connaître les dispositifs financiers, puis sensibiliser largement aux changements nécessaires de nos modes de vie. Allez, 2 points. J'accélère un tout petit peu parce que, attendez, voilà, les labels économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors sur la question de l'économie circulaire, c'était un autre point intéressant à partager aujourd'hui. Donc on peut tout de suite passer sur l'autre slide. Là, c'est le caractère. C'est pour montrer qu'il y a un cadre, des dispositifs existants, okay. Qui sont plutôt. Ça dépend des collectivités, mais plus traditionnelles. Mais quand même dire un mot sur la question de l'économie circulaire, parce qu'on souhaite élargir la labellisation climat, air, énergie, intégrer cette labellisation avec le volet économie circulaire. Et la question de l'économie circulaire et du secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Donc dans le cadre d'un programme de renouvellement urbain, on s'est engagé en fait dans une démarche d'économie circulaire. Donc concrètement, on a un programme de restructuration de quartiers prioritaires de la ville. Et l'idée, en fait, c'est d'organiser un diagnostic des ressources et une cartographie des acteurs de l'économie circulaire. Donc, en gros, pour le dire simplement, d'estimer les gisements disponibles, les flux de ressources, pour mettre à disposition, en fait, dans le cadre de projets de réhabilitation et aussi de construction parfois.
Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et qui est très en lien aussi avec le développement de l'emploi, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est aussi un levier assez intéressant, je crois, dans ce secteur du bâtiment, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, problématique de main-d'œuvre, aussi parfois de compétences, clarté, tout simplement, oui. dans ce domaine, et les demandes croissantes dans les réhabilitations thermiques notamment. Est-ce que vous avez des difficultés particulières à partager? Il nous reste 2 minutes pour évoquer chacun s'il y a une difficulté que vous avez réussi à lever en particulier. Je dirais que la transversalité entre les sujets, c'est pas toujours simple. Après, il faut dire aussi qu'avec ce mandat qu'on exerce, on a élargi en quelque sorte les délégations thématiques. Donc ça permet d'augmenter, disons, la visibilité des questions de transition écologique. Voilà, mais cette transversalité, elle se travaille, c'est de la gouvernance. Donc là, le suivi territoire engagé pour la transition écologique est vraiment extrêmement important, parce que ça permet de mettre le doigt sur comment on s'organise en interne. Et surtout, quand on n'est pas bon, on nous le dit. Voilà. Donc je trouve que là, on a vraiment fait un pas. Merci. Oui, Philippe Guelpa-Monaro. Oui. Vous l'avez éteint, en fait. Je l'ai éteint. J'avais promis que je parlais des difficultés, c'est important. Effectivement, on hérite, nous, d'une mandature précédente où ils ont fait des très bons documents de planification. Donc là-dessus, on est bien noté par le label ADEME. Effectivement, on a un des plans climat, soi-disant, le meilleur de France. Et c'est vrai qu'il est très détaillé. Un schéma directeur des énergies aussi qui est bien développé. Par contre, on nous a laissé un patrimoine public dans un état catastrophique. Et ça se règle pas en 2 ans. On a un héritage et c'est ce qui nous plombe notre bilan Citergy et désormais label territoire engagé pour la transition écologique. On a un retard dans la rénovation du patrimoine qui est monumental et je ne suis pas sûr qu'en un mandat, on va arriver à rattraper le retard. Et ça, c'est une vraie frustration et une vraie difficulté. Voilà, une frustration partagée. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou plein? Allez à choisir, la principale. C'est bon, ouais. Une importante en ce moment, c'est la question du budget des collectivités dont il faut parler quand même. On ne roule pas sur l'or dans les EPCI et effectivement, on a la chance de s'interroger ou se réinterroger sur les consommations d'électricité et de gaz sur nos services dans les logiques de fonctionnement. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Mais malheureusement, la capacité à financer et à investir dans des projets structurants et dans de l'organisation, notamment sur la thématique des énergies renouvelables, c'est là où on a beaucoup de peine aujourd'hui à faire les arbitrages. Donc c'est vrai que je suis assez impressionné par les montants avancés par mes confrères et consoeurs. Nous, on a les mêmes choses avec quelques zéros de moins, quoi. Mais voilà, humilité. Parfait. Si Maurice Gironcel a une difficulté à partager, il peut apparaître à l'écran. Oui, sur le financement, effectivement, c'est toujours là le nerf de la guerre, comme on dit. C'est vrai que quand on entend les budgets, voilà, nous, on est sur des petits budgets, effectivement, mais bon, voilà, on essaie de le mettre dans l'énergie, en fait, du territoire. On essaie et c'est grâce aux partenaires aussi qu'on y arrive. Et surtout à rendre acteurs également les usagers. Voilà, c'est ça, c'est les accompagner pour qu'ils aient une autonomie derrière. C'est ce qu'on expliquait spécifiquement sur la rénovation. Une fois qu'on leur a expliqué, qu'on les a aidés à rénover, après il faut avoir les bonnes mesures et les bonnes pratiques. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire collectivement et après on peut le faire individuellement. Voilà. Donc, merci et je remercie d'ailleurs mon service qui m'accompagne, Geneviève Boissin, qui travaille qui est Madame Plan Climat sur la COV, et effectivement mes agents sur le territoire aussi, qui est très actif depuis plusieurs années. Ils ont été très innovants, avec peu de moyens, mais ils ont beaucoup de convictions. Donc ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Oui, il y a des questions pas mal sur le temps que ça prend, tout ça. En tout cas, bravo à vous. Merci beaucoup. Est-ce que Maurice Gironcel veut ajouter un mot avant que l'on conclue avec Eric Vézine? Oui, c'est bon, on vous entend. Est-ce qu'on peut... Allez-y, c'est à vous. Oui, très bien. Oui, simplement pour dire, difficulté, c'est sûr qu'il y a toujours des difficultés si on veut faire avancer les choses. Mais ce que je souhaiterais surtout dire, si on a la volonté politique, eh bien, on y arrive. Et je pense qu'il faut surtout également écouter la population,
écouter donc les administrés et surtout faire en sorte que la transition écologique, la transition énergétique, ça amène un plus à la population et surtout également, par exemple au niveau de la transition énergétique, ça permet également de diminuer la facture de l'électricité. Si on parle comme ça, les difficultés qu'on pourrait rencontrer éventuellement, ça, tout de suite, c'est la population y adhère. Merci beaucoup, Maurice Gironcel. Merci d'avoir été avec nous à distance. Éric Vézine, pour terminer, peut-être un commentaire sur tous ces témoignages très très riches. Ouais, je voulais peut-être prendre, juste avant de mettre la dernière diapo, si vous pouvez juste attendre 2 minutes, peut-être rebondir sur ce que j'ai entendu. Je ne vais pas revenir sur tous les exemples qui ont été donnés, mais peut-être sur les facteurs de réussite, en tout cas que moi j'ai entendu à travers vos témoignages. Et du coup, je vous remercie pour vos interventions. J'ai entendu d'abord qu'il fallait respecter l'identité du territoire. Voilà, ça c'était important, effectivement. Si on est un territoire rural ou urbain, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est important. J'ai entendu qu'il fallait se fixer de l'ambition, qu'il fallait de la volonté politique, qu'il fallait même avoir de la fierté dans ce qu'on faisait, et qu'il fallait, pourquoi pas aussi, vouloir relever des challenges. Pour y arriver, j'ai entendu qu'on se lançait dans une démarche d'amélioration continue. On ne fait pas tout du jour au lendemain. Il faut savoir mobiliser en interne, vous l'avez dit, il faut mobiliser les services en interne. Et sur le territoire, il faut savoir coopérer. J'ai entendu coopération, collectif, animation d'acteurs. Donc ça, c'est pour la partie animation. J'ai entendu qu'il fallait pouvoir s'évaluer, voire s'auto-évaluer aussi pendant la démarche, ce qui semble important. J'ai entendu qu'il fallait du coaching. Voilà, c'était aussi important d'avoir du coaching tout au long de sa démarche. Il fallait bien sûr du financement. Ça, on l'a dit, hein, ça c'est plusieurs fois, vous l'avez cité, dont des financements de l'ADEME. Et qu'il fallait mettre en visibilité ce qu'on faisait au niveau du territoire. Et peut-être qu'on ne l'a pas dit suffisamment, mais vous l'avez dit quand vous avez montré les logos, derrière il y a aussi les enjeux de communication et de faire savoir au territoire et notamment aux citoyens ce que fait la collectivité. Vous avez parlé de faire du lien aussi avec des exercices réglementaires comme les PCAET et peut-être de mutualiser les démarches en disant voilà, ça sert aussi le PCAET bien sûr qui est un exercice réglementaire. Ensuite on a parlé de sobriété, donc plutôt d'atténuation au changement climatique. On a parlé avec la Réunion plutôt aussi d'adaptation au changement climatique, de gestion de ressources, donc ça veut dire l'ensemble du champ de la transition écologique. Voilà, donc j'ai l'impression que de savoir identifier aussi ses faiblesses, ses points d'amélioration, voilà, de ne pas se voiler la face sur là où on est bon et là où on n'est pas bon. Voilà. J'ai l'impression que tout ça, c'est ce que j'ai entendu de vos témoignages comme facteur de réussite. Alors pourquoi du coup je vais refaire le lien et pourquoi j'ai fait cette synthèse, et ça va être le lien avec la diapo après, sur ce qu'est le programme du coup territoire engagé transition écologique. Donc c'est de mettre à disposition une démarche qui engage du coup la collectivité dans l'action, mais dans une action qui est effectivement derrière la notion d'amélioration continue, donc de progressivité, de personnaliser la démarche, de l'adapter au territoire. Voilà, on ne vient pas avec une méthode tout établie, on s'adapte au territoire et après le territoire progresse. Je suis désolé, je perds un peu ma voix, ça doit être hier soir. Et après de mettre en œuvre, de piloter son projet de transition écologique en lien avec son projet de territoire. Donc quelle est l'offre qu'on vous propose dans le cadre de ce programme Territoire engagé transition écologique? Il y a une offre au socle, c'est derrière 2 référentiels d'action. On a cité les référentiels d'action climat et énergie et économie circulaire. Ça, c'est le cœur technique du programme. L'ADEME décline son expertise dans ces référentiels pour pouvoir accompagner les collectivités. Ces référentiels d'action, vous les retrouvez maintenant sur une plateforme numérique qui s'appelle Territoire en transition et qui est la plateforme numérique du programme pour lesquels vous pouvez accéder aux référentiels. Et là, vous allez pouvoir à la fois commencer à vous évaluer, à vous auto-évaluer, à regarder ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Je ne parle pas encore d'accompagnement. Là, vous êtes en autonomie, mais vous pouvez aller sur cette plateforme et travailler en autonomie. Ça, c'est l'offre socle parce que tout le monde a accès, du coup, à cette plateforme. Après, vous avez des services complémentaires. Là, on a mis sur mesure dans le sens où vous pouvez aller regarder ce qui peut vous intéresser une fois que vous avez intégré ce collectif des territoires engagés transition écologique.
La base étant de travailler avec les référentiels pour faire partie de ce collectif. Nous, on souhaite que les collectivités effectivement puissent travailler avec ces référentiels. Après, vous avez de la mise en réseau. Voilà, aujourd'hui, c'est un très bon exemple de mise en réseau. Il y aura un exemple aussi avec nos prochaines journées nationales du programme qui seront le 22 septembre à Lyon. On le dira après. Hop, excusez-moi, c'est moi qui suis allé trop vite. Donc, de la mise en réseau. On va mettre en place de la formation, de la montée en compétences pour les élus, pour les charges de mission des collectivités. De la reconnaissance, bien sûr, la labellisation. On est passé dans un dispositif aujourd'hui avec 5 étoiles. On a rajouté 2 niveaux par rapport à l'ancien dispositif, justement pour pouvoir mettre plus facilement le pied à l'étrier aux collectivités et être vraiment dans cette notion d'amélioration continue. Et donc, il manquait une étape entre ce qu'on appelait avant le Citergy et le Citergy Gold, et qui est maintenant, on a rajouté une 4e étoile, qui est un intermédiaire, justement pour rester dans cette démarche d'amélioration progressive et d'incitation. Et puis après, vous pouvez avoir bien sûr du soutien financier ou de l'accompagnement personnalisé avec des conseillers. Tout ça, bien sûr, est à voir avec votre direction régionale, qui reste votre porte d'entrée dans les territoires. Mais vous voyez pourquoi maintenant on parle de programme et qu'on ne parle pas de label. On est dans un programme qui offre différents services. Et ces services, pourquoi j'ai fait la synthèse avant, c'est que vous voyez que finalement ces différents services, ils sont en lien, je pense, avec les facteurs de réussite qui ont été cités juste avant. Et c'est ce qu'on souhaite vous apporter à travers ce programme. Et vous retrouvez le site de promotion aussi qu'on vous a mis, territoire engagé, transitionécologique.adem.fr. Et rendez-vous donc. Et rendez-vous du coup pour les collectivités qui sont engagées dans le programme. Rendez-vous à la première journée nationale des collectivités qui sont dans le programme Territoire engagé Transition écologique. Ce sera le 22 septembre à Lyon, voilà, où nous serons accueillis pour cette première journée nationale. Donc, ça sera bien sûr... on pourra rencontrer les collectivités engagées. Et puis pour les autres, je vous incite au plus vite à essayer de rejoindre ce programme pour faire partie de ce collectif. Et là, vous avez eu 5 illustrations de collectivités qui sont engagées avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous, merci à vous pour votre écoute. Un grand bravo. Merci Maurice Géroncel également à distance. Je vous propose alors 15 minutes de pause, vraiment 15 minutes parce qu'à 11h, nous parlons de finances durables avec Sandrine Salerno qui nous rejoindra et son panel. À tout à l'heure.